États étrangers. Nous abordons l'examen. Nous allons débuter directement. Monsieur Riester est un habitué de la maison, il va très vite. Nous abordons l'examen de la mission Médias, Livres et Industries culturelles et du compte spécial Avance à l'audiovisuel public. La parole est à Madame Marie-Ange Magne, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Pour 5 minutes, en demandant à ce que celle-ci puisse accéder à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles, mes chers collègues. Le projet de loi de finances 2020 traduit la priorité accordée par le gouvernement à garantir l'accès à une information de qualité sur l'ensemble du territoire, à soutenir les filières de la création et à fédérer les industries culturelles et créatives, mais aussi à accompagner la transformation de l'audiovisuel public pour l'adapter aux évolutions à la fois des technologies et des usages. L'ensemble des crédits de la mission Médias, Livres et Industries culturelles et du compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public atteint 4,3 milliards d'euros en 2020, dont 86% sont alloués au secteur de l'audiovisuel public. Les crédits de la mission Médias, Livres et Industries culturelles s'établissent ainsi à 591 millions d'euros pour 2020 et sont en hausse de 2% par rapport à 2019. D'une part, cette augmentation traduit la volonté de l'État d'accompagner et de soutenir un secteur de la presse en difficulté. Après une augmentation de 2 millions d'euros en 2019 et des avances de trésorerie successives, le gouvernement a choisi d'accroître de 6 millions d'euros la subvention versée à l'agence France Presse, dont une partie financera le plan de transformation engagé par l'agence. On peut souligner que le dispositif des aides à la presse reste stable par rapport à 2019, hormis l'aide au transport postal rattachée à la mission économie, qui diminue de 8 millions d'euros. À ce titre, j'attire votre attention, Monsieur le Ministre, sur la nécessité de mener une réflexion stratégique d'ensemble sur la politique de soutien au secteur de la presse, en y incluant le soutien public au transport postal. D'autre part, ce budget 2020 est marqué par la création du Centre national de la musique, le CNM, lequel se substituera au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV, et agrégera dans un second temps plusieurs autres organismes. Le gouvernement a prévu l'inscription d'une dotation nouvelle de 7,5 millions d'euros en 2020 pour financer le CNM. C'est un signal fort vis-à-vis de la première pratique culturelle des Français et de la deuxième industrie culturelle. Il s'agirait à terme de porter ce financement à 20 millions d'euros par an, comme le recommandaient nos deux collègues Pascal Bois et Émilie Cariou dans leur rapport de préfiguration remis en fin d'année 2018. En commission, Monsieur le ministre s'est engagé clairement sur ce point afin de rassurer la filière sur la montée en puissance des moyens sur 3 ans. Ce projet structurant pour la filière musicale française doit permettre un pilotage ambitieux et stratégique de la politique musicale en France. Concernant le compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public, l'année 2020 est la deuxième année du plan d'économie appliqué aux sociétés de l'audiovisuel public, qui voient leur dotation nette totale diminuer de 70 millions d'euros en 2020 pour s'établir à 3,7 milliards d'euros. Dans la mesure où la réforme des taxes affectées au CNC entraîne un allègement pour les chaînes de l'audiovisuel public estimé à 20 millions d'euros, l'effort net demandé est en réalité plutôt proche de 50 millions d'euros, principalement porté par France Télévisions, puis Radio France et l'INA. À horizon 2022, il est prévu que la dotation aux sociétés de l'audiovisuel public ait baissé de 190 millions d'euros par rapport à 2018, afin de contribuer à l'effort de réduction de la dépense publique. Je souhaite ainsi saluer les transformations structurelles engagées par les sociétés de l'audiovisuel public pour répondre aux nombreux défis du secteur dans un contexte budgétaire contraint. Afin de conserver une trajectoire à la baisse de la dotation versée aux sociétés de l'audiovisuel public, la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, qui est le seul vecteur de financement public du secteur depuis 2019, sera diminuée d'1 euro en 2020. Je regrette que le rapport demandé au gouvernement par l'article 296 de la loi de finances initiale pour 2019, qui porte sur les pistes de réforme de la CAP, n'ait toujours pas été remis au Parlement.
Dans un contexte de suppression de la taxe d'habitation à laquelle elle est adossée, dans un contexte d'évolution des usages, et alors qu'une réforme ambitieuse de l'audiovisuel public est prévue pour le premier semestre 2020, je pense que cette diminution de la CAP démontre en tout cas la pertinence du débat que nous devons avoir sur sa transformation. En conclusion, ce budget 2020 doit être mis en relation avec les réformes législatives ambitieuses déjà menées et à venir. C'est un budget qui vise à accompagner et à soutenir l'ensemble de ces secteurs, médias, livres, industrie culturelle et audiovisuelle publique, dans leur nécessaire adaptation à un environnement en profonde mutation. Et c'est pourquoi, chers collègues, je vous invite à adopter ce budget 2020. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Céline Calvez, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et d'éducation. Et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il est 22 h, c'est la veille de la Toussaint. On pourrait rêver d'un meilleur créneau horaire pour parler de crédits qui sont importants pour notre souveraineté culturelle. Mais nous sommes là et je suis ravie quand même de voir beaucoup de collègues dans l'hémicycle. Ça mérite vraiment toute notre attention et ce dont nous pouvons être fiers, c'est que dès cet exercice du projet de loi de finances, on peut être fier de ce que nous mettons et de ce que nous mettons en œuvre au service de notre souveraineté culturelle. C'est une année charnière en 2020 que nous nous apprêtons à vivre, que tous les acteurs concernés par la mission médias, livres, industrie culturelle et audiovisuelle s'apprêtent à vivre. En 2019, et vous vous en souvenez, on a connu une actualité législative très soutenue, alors que ce soit au service de la presse avec la loi sur les droits voisins, la loi sur la modernisation de distribution de la presse. On peut se dire qu'en 2019, nous avons posé des bases qui nous serviront en 2020 pour accompagner une année de réforme en perspective pour tous ces acteurs. Alors, c'est la raison pour laquelle ce projet de loi de finances que vous nous avez présenté, Monsieur le Ministre, revêt cette année une importance particulière. D'abord, s'agissant de la presse, ce budget accompagne l'indispensable mutation de ce secteur et nous l'avons déjà souligné, nous avons des moyens supplémentaires pour aider l'agence France Presse à se transformer. On reconduit aussi l'aide particulière à Prestalis, qui a un rôle particulier dans l'écosystème de la presse. La musique. La musique constitue également une réelle priorité du gouvernement. Et cette année, enfin, le Centre national de la musique a posé ses bases législatives et sera doté, grâce à ce projet de loi de finances, de 7,5 millions de moyens supplémentaires. Ça permet de mettre l'accent sur la création et va permettre d'accompagner l'internationalisation de nos talents. L'internationalisation de nos talents, c'est aussi soutenu parce qu'il n'y a pas forcément uniquement dans ce budget, mais aussi par tous les dispositifs de crédit d'impôt qui sont reconnus comme pouvant servir à vraiment accompagner notre production phonographique. On pourra réfléchir aux critères de la francophonie et j'imagine que dans les jours qui viennent, nous aurons une réflexion à ce sujet pour rendre ce crédit phonographique encore plus pertinent. Alors, mes chers collègues, pour étudier les crédits de ces missions, la politique de soutien aux industries culturelles, on doit aussi regarder ce qui, dans ce projet de loi de finances, nous intéresse et contribue à cette transformation. Je veux parler ici de la réforme des taxes affectées au CNC. Ce n'est pas dans les crédits de cette mission, mais pour autant, ça participe à un meilleur rééquilibrage du partage de la valeur dans le secteur des industries culturelles. Le taux est à 5,15%. Ce taux fait l'unanimité parmi les acteurs concernés. On peut se demander encore comment lui donner de la prévisibilité. C'est une demande des acteurs. On peut aussi regarder de plus près comment seront vécus les abattements, quels seront éventuellement les acteurs concernés. Mais pour 2020, en tout cas, la chose est posée de manière claire. Sur les industries culturelles, on peut aussi, et ça je tiens à le faire, j'aime bien déborder de cette mission pour montrer que nous sommes attachés à l'industrie culturelle. Le jeu vidéo, et Monsieur le Ministre, vous avez pu vous rendre encore très récemment à Paris Games Week, c'est notre première industrie culturelle. On l'aide par des crédits, mais on l'aide aussi par le crédit d'impôt, et je pense qu'il faut encore une fois souligner son importance et son caractère déterminant pour souligner cette filière pour laquelle la France est vraiment un des leaders. Enfin, pour ce qui relève de la deuxième partie du rapport sur l'audiovisuel public, je tiens à rappeler que les économies demandées à l'audiovisuel sont certes importantes, mais qu'elles s'inscrivent
et ça c'est quelque chose à souligner, c'est qu'elle s'inscrit dans une trajectoire budgétaire qui est respectée. Contrairement à ce qui a pu se passer les années précédentes où la trajectoire pouvait être chaque année remise en cause, cette trajectoire d'économie budgétaire donne de la visibilité, de la prévisibilité aux acteurs pour pouvoir s'engager dans les réformes nécessaires à la transformation de l'audiovisuel. Mais cette question, elle en soulève aussi une autre, c'est comment nous pouvons nous assurer sur la façon dont les économies sont effectivement réalisées. Certaines sociétés, au cours de nos auditions, ont pu nous dire que certaines économies étaient soit sur les canaux de diffusion, soit sur les programmes. Et je m'en inquiète parce que pour moi, les réformes, elles doivent être des réformes structurelles. Donc comment, Monsieur le Ministre, pouvoir nous donner en tant que parlementaires la réalité de cette transformation et comment nous assurer que ces économies se font vraiment au service des réformes structurelles. Un dernier mot. Je crois que nous pouvons nous réjouir car dans ce budget 2020, pour la première fois, les économies demandées à l'audiovisuel public ont une traduction concrète pour les ménages. Une diminution d'un montant certes faible, mais je crois que ça inaugure un réel changement de paradigme et c'est pourquoi je vous invite à approuver ces crédits. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Alain David, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'audiovisuel français dans le monde, qui repose sur France Média Monde, France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya, MCD, Arte France et TV5 Monde, présente des spécificités et emporte des enjeux stratégiques et régaliens qui doivent être pris en compte et faire l'objet, en conséquence, d'un régime spécifique et adapté. L'avant-projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle de l'ère numérique vise à adapter la loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 aux mutations du secteur de l'audiovisuel et aux nouveaux enjeux qui le caractérisent. S'il place l'action audiovisuelle extérieure de la France au rang des missions de service public que doivent assurer les sociétés de l'audiovisuel public, il intègre France Média Monde dans une holding qui comprendra également France Télévisions et Radio France. Cette intégration peut permettre de réaliser des synergies et favoriser des effets de levier dans les moyens mis en œuvre. Toutefois, pour permettre de répondre aux enjeux fondamentaux attachés à l'action audiovisuelle française dans le monde, elle doit apporter des garanties de prise en compte des spécificités de cette dernière. Car pour l'instant, elle nous inspire les plus vives inquiétudes. Les priorités stratégiques de l'audiovisuel extérieur recoupent largement les priorités de notre action extérieure et du rayonnement de la France dans son ensemble et de notre aide publique au développement. Une attention particulière est ainsi apportée à l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, figurent parmi les priorités stratégiques de France Média Monde, de même que le Maghreb. Dans un contexte que de nombreux observateurs décrivent comme une guerre de l'information, qui voit certains des concurrents de la France adopter des stratégies offensives allant d'une hausse sensible des moyens alloués à la diffusion de discours radicaux ou anti-européens, l'audiovisuel extérieur constitue plus que jamais la voix de la France, non pas de la France en tant qu'État, mais des valeurs promues par l'ensemble de la diplomatie française. Il sera important de veiller à la prise en compte du rôle de l'audiovisuel extérieur dans la lutte contre la désinformation. L'audiovisuel français dans le monde est un outil de promotion de la francophonie et du multilinguisme. Les médias occidentaux font face à des défis communs, désinformation, émergence d'acteurs étatiques ou non étatiques qui appellent à développer la coopération audiovisuelle. Le positionnement des chaînes de l'audiovisuel extérieur favorise le développement de la coopération européenne et internationale qui définissent le projet de ces chaînes. Face au risque de voir l'audiovisuel devenir la variable d'ajustement de l'audiovisuel extérieur devenir la variable d'ajustement de l'audiovisuel public, les moyens alloués devront être préservés. Sur le modèle de ce qui a été instauré pour BBC World Service au sein de la BBC,
un montant plancher de la contribution de l'audiovisuel public attribué à France Médias Monde devrait être défini sur une base pluriannuelle en valeur absolue ou en pourcentage. Et la gouvernance de la future holding devra être adaptée aux enjeux internationaux. En ce qui concerne le budget pour l'année 2020 de France Médias Monde, ce que l'on peut dire, c'est que la somme allouée à l'audiovisuel extérieur est en baisse sensible, à rebours des choix opérés par nos principaux concurrents. En effet, la dotation de France Médias Monde, qui regroupe France 24, RFI et MCD, s'établit dans le PLF pour 2020 à 255 millions d'euros, en baisse d'1 million d'euros par rapport à 2019, et en retrait de 10 millions d'euros par rapport à la trajectoire initialement fixée dans le contrat d'objectifs et de moyens du groupe, qui a été complètement revu à l'été 2018. Pour rappel, le budget de BBC World, dont le modèle est régulièrement invoqué, était en 2019 de 430 millions d'euros et celui de la Deutsche Welle de 350 millions d'euros. La dotation TV5 Monde, elle, quant à elle, a connu une baisse d'1,2 million et stabilisée en 2020 à hauteur de 76 millions. Face au décalage entre ces nombreux enjeux stratégiques et les moyens alloués à notre audiovisuel extérieur, nous émettons un avis défavorable sur les crédits consacrés à l'audiovisuel extérieur. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons maintenant à l'expression des groupes. Et tout d'abord, monsieur Pierre-Yves Bournazel, pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Et pour 5 minutes. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, l'examen de la mission Médias, livres et industrie culturelle s'inscrit dans un contexte législatif extrêmement riche. Nous avons adopté la loi établissant un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse. Nous avons adopté la loi de modernisation de la distribution de la presse, ainsi que la loi portant création du Centre national de la musique. Nous aborderons lors du premier semestre 2020 la réforme très attendue de l'audiovisuel. Je voudrais, monsieur le ministre, mes chers collègues, ici rappeler notre stupéfaction quant à l'annonce faite par Google de contourner délibérément le droit voisin. Il s'agissait pourtant d'une mesure de justice permettant une meilleure répartition de la production de richesses dans le secteur de la presse. Vous l'avez dénoncé, ces déclarations sur la question de la rémunération sont inadmissibles. Parce que cette loi est la transposition partielle de la directive européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins, notre groupe est convaincu que cette problématique révèle, une fois encore, notre besoin d'Europe. Monsieur le ministre, vous avez notre soutien pour que des solutions soient trouvées au niveau européen afin de répartir plus justement la valeur produite. À chaque stade de l'examen de la loi pour la modernisation de la distribution de la presse, nous avons rappelé qu'il était indispensable que l'ARCEP se voit octroyer des moyens nouveaux lui permettant d'assurer la régulation du secteur. Avec 225 000 € supplémentaires, c'est chose faite. Néanmoins, nous resterons à l'avenir vigilants à ce que le gouvernement puisse inscrire cet effort dans la continuité afin de permettre à l'ARCEP de monter en compétences. Nous serons attentifs à ce qu'elle bénéficie des moyens nécessaires dans les prochains PLF. Notre groupe tient à souligner son attachement particulier au crédit d'impôt culturel et notamment au crédit d'impôt en faveur de la production phonographique. Comme vous le savez, monsieur le ministre, le secteur de la musique a connu de nombreuses difficultés, mais il renoue aujourd'hui avec la croissance. C'est dans ce contexte que le crédit d'impôt est plus que jamais indispensable. Nous saluons donc votre volonté de le prolonger. Je présenterai par ailleurs, à titre personnel, un amendement mettant en place un crédit d'impôt pour le théâtre, qui est la seule activité culturelle de création à ne pas bénéficier d'un tel dispositif attractif. En effet, il apparaît nécessaire, dans un souci d'égalité de traitement, de stimulation de la création et de développement des nouveaux talents, d'ouvrir cette possibilité aux entreprises de spectacle, d'art dramatique, afin de préserver la diversité de l'offre de création du théâtre privé dans un contexte difficile pour le secteur que nous soutenons. Concernant l'article 62,
du projet de loi de finances et les taxes affectées au CNC, nous saluons l'harmonisation des taux qui est opérée. Ceci concourt bien sûr à réduire l'écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs. Nous soutenons parfaitement cette démarche permettant de corriger une asymétrie de la concurrence provoquée par une régulation bien obsolète. Elle sera un enjeu majeur de la réforme de l'audiovisuel à venir, qui va donc nous occuper dans les prochains mois. À ce titre, vous me permettrez de formuler le vœu qu'elle soit l'occasion de repenser notre modèle, afin de lui donner les moyens d'assurer des missions d'intérêt général. Ce service public, nous voulons qu'il informe, qu'il éduque et qu'il divertisse. C'est un contexte difficile, tant sur le plan du bouleversement des médias que celui des finances publiques. Et donc, cet audiovisuel public doit se transformer. Le plan pluriannuel d'économie mené actuellement est une tâche complexe, mais nécessaire. Elle doit nous amener à porter une ambition forte pour l'avenir de notre service public audiovisuel. Lors du débat sur la réforme de l'audiovisuel, notre groupe sera vigilant à cette effectivité, mais sera également vigilant à la bonne représentation des territoires d'outre-mer dans l'audiovisuel public, dans le sillage de la signature du pacte de visibilité outre-mer sur votre initiative, Monsieur le Ministre. Notre groupe aborde donc de manière favorable cet échange et votera donc les crédits de la mission Médias, Livre, Industrie culturelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, concernant l'ensemble des actions de cette mission, je voulais tout d'abord saluer l'augmentation de l'enveloppe permettant d'accompagner l'ouverture des bibliothèques le dimanche et en soirée. C'est une vraie mesure d'éducation artistique et culturelle et une vraie mesure d'accompagnement des collectivités locales. Mais je voulais mettre l'accent sur 2 points plus inquiétants. Aujourd'hui, il nous est proposé l'attribution par l'État d'une enveloppe de 7,5 millions d'euros au Centre national de la musique, présentée comme des moyens supplémentaires qui s'ajouteront aux autres soutiens, dont 35 millions d'euros issus de la taxe fiscale payée par les producteurs de spectacles. La loi de constitution du CNM a été adoptée en septembre 2019, renvoyant à des décrets de préciser sa gouvernance et les modalités d'attribution des aides. Cette loi a été adoptée à la suite de 2 rapports. L'un commandé par votre prédécesseur en juin 2017 à Roch-Olivier Maistre et remis en octobre 2017, c'est-à-dire il y a 2 ans. L'autre commandé par Matignon à nos collègues Émilie Cariou et Pascal Bois en mai 2018 et remis en novembre 2018, c'est-à-dire il y a 1 an. Une mission de préfiguration a été de nouveau confiée à Catherine Ruggieri, qui s'est attelée à la définition de la future architecture des aides, qui prévoit notamment, je cite, de financer mieux et plus de projets pour travailler plus en transversal et prendre en considération de nouvelles questions. À ce jour, aucun arbitrage n'a été rendu. Alors que 2 questions cruciales se posent. Comment se fait la bascule du Centre national des variétés au CNM et donc la continuité des dispositifs d'aide? Comment cela va-t-il se passer concrètement au 1er janvier 2020? Comment pouvons-nous être assurés que le CNM aidera dorénavant plus et mieux les projets que les dispositifs qui existent à ce jour? En effet, continue à se poser la question de l'existence de moyens extrasectoriels qui étaient pourtant évoqués dans les 2 rapports commandés. Continue à se poser la question de la réalité des moyens nouveaux affectés au projet. Le rapport pour avis de notre collègue Céline Calvez fait état du fait que les missions du futur CNM étant plus étendues que celles des organismes actuels, il bénéficiera à terme de 111 ETP, soit une hausse de 18 ETP par rapport à l'existant. Il y aura donc bel et bien une hausse des frais de fonctionnement qui, au regard du bleu budgétaire, sera rémunérée par les opérateurs eux-mêmes et va donc peser sur les moyens actuels. Ce sont autant de moyens qui ne pourront pas être affectés aux projets et aux entreprises, auxquels s'ajoutera la nécessité de prendre en charge des missions nouvelles et non définies à ce jour. On le sait, dorénavant, les fusions aboutissent toujours à ce qu'il y ait au final moins d'argent pour les personnes concernées et à ce que, dans les faits, on assiste à une reprise en main, loin des réalités de ceux qui sont plus proches du terrain. En ce qui concerne l'audiovisuel public, avec 3,246 milliards d'euros de financement via la CAP, soit 60 millions d'euros de moins qu'en 2019, 10 millions d'euros en moins de compensation par l'État des exonérations et dégrèvements consentis à certains foyers, c'est 70 millions d'euros d'économies qui sont demandés à ce jour. Si l'on y ajoute les glissements naturels et les redéploiements vers le numérique, c'est un effort du double, voire du triple, qui devrait être consenti par les opérateurs. Comme j'ai eu à le dire au moment où la trajectoire d'économie d'ici 2022 a été arrêtée, en juin 2018, rabots budgétaires, fusions et bascules tout numérique ne permettront pas
de renforcer et d'améliorer l'offre du service public. La transformation coûte de l'argent et c'est la transformation qui permet de dégager ensuite des marges de manœuvre. Mais cette année, je souhaitais faire un focus sur l'audiovisuel extérieur, ce qui se joue aujourd'hui à ce stade dans le projet de loi de finances, comme l'a souligné mon collègue Alain David, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. C'est bien un écart significatif entre les ambitions affichées et les moyens qui sont alloués pour atteindre les objectifs. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, France Médias Monde disposera d'une dotation de 260 510 000 €. Cette dotation s'inscrit ainsi en recul de plus d'1 million d'euros par rapport à 2019. À ce million d'euros, il faut ajouter 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour pouvoir préserver l'existant. C'est donc en réalité 4 millions d'euros qu'il faudra trouver. Ce sont bien les missions de France Médias Monde qui seront directement affectées par les économies demandées. Et pourtant, France Médias Monde est un acteur de stabilisation des zones de tension et un contributeur à l'objectif sécurité de la politique internationale de la France. France Médias Monde est par ailleurs un véritable promoteur de la francophonie dans un monde plurilingue. France Médias Monde est engagé auprès des jeunes générations en Afrique. France Médias Monde est promoteur de la culture face à la montée des modes de pensée radicaux et sectaires. France Médias Monde est engagé pour l'Europe. France Médias Monde est engagé sur le continent américain, notamment en Amérique latine. Les résultats sont là et les audiences sont là. À l'heure de la baisse symbolique d'1 € de la CAP, l'enjeu n'est pas budgétaire, il est bien politique. Notre groupe regarde donc profondément ces décisions budgétaires à la veille de discussions sur le projet de loi audiovisuel que vous serez amené à nous présenter au début de l'année prochaine. Et nous regrettons également qu'il n'y ait pas eu de proposition de réforme de la CAP, puisque cette réforme va être rendue de plus en plus compliquée à fur et à mesure qu'on se rapprochera bien sûr des échéances électorales futures. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Michel Larive pour le groupe La France Insoumise et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite vous alerter sur le projet de loi audiovisuel à venir. Cette réforme organisera une véritable casse du service public de l'audiovisuel. L'institution qu'elle créera, France Médias, va regrouper France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'Institut national de l'audiovisuel. Ce sera une gigantesque machine à faire des économies et à supprimer encore des postes, pour reprendre les mots de Marc Chevelot, représentant CGT à France Télévisions. L'audiovisuel public souffre déjà de votre austérité budgétaire. Les crédits sont en chute libre. Ils ont baissé de 22 millions en 2019, baisse de 71 millions d'euros en 2020 et baisseront de 50 millions en 2021. En tout, ce sont 190 millions d'euros qui seront confisqués à ce service public entre 2018 et 2022, conformément aux injonctions de Bercy et au processus CAP 2022. Pour 2020, France Télévisions est rudement mise à contribution puisque vous lui demandez d'économiser 60 millions d'euros. La coupe budgétaire sera de 5 millions d'euros pour Radio France et de 3,2 millions d'euros à Arte. Au total, d'ici à 2022, France Télévisions devra économiser 400 millions d'euros, Radio France 60 millions. Notre service public de l'audiovisuel subit également vos objectifs de casse sociale dans le secteur. 2000 postes en moins à France Télévisions, entre 170 et 390 chez Radio France d'ici à 2022. Le journal Télérama recense 500 candidats volontaires pour quitter leur poste, dont 300 chez France 3 fin 2019. Près de 60 personnes seront parties, la plupart pour une retraite anticipée, sans être remplacées. Le démantèlement de ce service public passe également par la suppression pure et simple de certaines de ces chaînes, notamment France 4 et France O. Supprimer France 4, c'est transformer des usagers du service public audiovisuel en consommateurs de produits Disney, qui compte lancer une plateforme à destination des jeunes publics en France en 2021. Aujourd'hui, France 4 propose des programmes à destination des enfants gratuitement, concentrés principalement sur ce canal, ne nécessitant pas un débit Internet important ou même tout simplement un abonnement Internet. Demain, l'offre jeunesse du service public de l'audiovisuel sera éparpillée sur 3 chaînes et sur une plateforme publique pour laquelle une connexion Internet performante sera nécessaire. Ensuite, supprimer France O, c'est la démonstration du peu de considération exprimée envers nos concitoyens ultramarins. Ils sont pourtant nombreux et nombreux à regarder et suivre les programmes diffusés sur cette chaîne. Ces décisions concernant l'audiovisuel public ne font pas que des perdants, bien sûr. Les groupes privés sont ravis.
Votre projet de loi consumériste prévoit une troisième coupure pub autorisée dans un même film, là où il y en avait déjà 2 aujourd'hui. Il autorisera également que pendant les rencontres sportives, il y ait une publicité sur une partie de l'écran. Il permet que des spots puissent être adaptés en fonction du lieu où se trouve le téléspectateur ou l'auditeur. TF1 et M6 vous remercient. Ils en rêvaient, vous l'avez fait. Nous avons toutes les raisons de craindre que cette réforme soit un premier pas vers la privatisation du service public purement et simplement de l'audiovisuel français. France Télévisions rejoindra-t-elle la Française des Jeux, les aéroports de Paris, parmi la liste des biens publics que vous cédez au secteur privé? Le fonctionnement de Média France se rapproche dangereusement de celui d'une entreprise privée. Elle sera dotée d'un conseil d'administration nommé pour 5 ans, qui désignera son PDG. Sur les 9 membres qui éliront le ou la future présidente ou président de France Média, 3 seront des représentants de l'État, 2 seront des personnalités qualifiées nommées par l'État et 1 sera un député issu de la majorité. Autant directement confier la présidence de France Média à vous ou au président de la République, monsieur le ministre. In fine, vous réinventez le RTF en vue d'une privatisation totale de l'audiovisuel français. Nécessairement, la France insoumise ne votera pas les crédits budgétaires de cette mission et nous combattrons fermement, dès que l'occasion nous en sera donnée, l'orientation mortifère que vous donnez au service public de l'audiovisuel français. Merci, monsieur Larive. La parole est à madame la ministre, madame Georges Buffet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, excusez ma voix, dans un paysage de l'information où les formats se multiplient, où l'immédiateté est devenue la norme, dans un monde où les fausses informations se diffusent comme jamais, nous avons le plus grand besoin de médias indépendants, libres, mus par le seul intérêt de transmettre à toutes et tous une information de qualité. Ces hommes et ces femmes qui exercent avec rigueur et passion leur métier de journaliste doivent être libérés des pressions de toutes sortes, en particulier financières. Dans ce contexte troublé pour la télévision, la radio et la presse, l'audiovisuel public doit être exemplaire, le lieu où on prend le temps de l'analyse, du recul, du travail de fond, un lieu où on s'adresse aux citoyens et citoyennes et non pas aux consommateurs. Pour ce faire, il y a besoin de moyens, de stabilité et d'identité renforcée pour les rédactions. Or, depuis le début du quinquennat, l'audiovisuel public souffre de nombreuses coupes financières. Ce budget en est le nouveau témoin. La dotation en faveur de l'ensemble des groupes de l'audiovisuel public va diminuer de 70 millions d'euros en 2020. C'est une baisse 2 fois plus importante que celle réalisée en 2019. Elle est le fait notamment de la baisse de la redevance. Les députés communistes ont alerté sur cette mesure que nous jugions trop précipitée par un amendement en première partie du PLF qui proposait de ne pas modifier le montant de la redevance avant que les réflexions autour du financement de l'audiovisuel public aboutissent. La future réforme de l'audiovisuel public sera l'opportunité de débattre de l'avenir de la redevance et de son positionnement par rapport aux nouvelles façons de consommer, en particulier vis-à-vis des plateformes de vidéo à la demande. Par ailleurs, baisser d'1 euro la redevance, mesure qui apporte peu de pouvoir d'achat aux Français et Françaises, ne fait que jeter un peu plus le trouble sur les orientations choisies pour le futur de l'audiovisuel public, dont les financements doivent être garantis dans le PLF comme dans la future loi sur l'audiovisuel public. France Télévisions subit une nouvelle coupe budgétaire de 62 millions d'euros. C'est un coût important porté à l'audiovisuel public après un recul de 25 millions dans le PLF 2019. Les départs à la retraite ne seront donc pas compensés. La baisse des effectifs aura, comme le souligne très justement Madame la rapporteure, des conséquences sur la nature des programmes et j'irai même plus loin sur la qualité des programmes. Radio France devra pour sa part renoncer à 5 millions d'euros pour 2020, alors que son modèle est performant et que ses stations progressent d'année en année. Les ressources humaines représentent une part conséquente dans les charges de l'entreprise. Mécaniquement, la masse salariale sera la première victime des coupes budgétaires. Entre 270 et 390 postes pourraient disparaître. Ce plan d'économie fragilisera davantage les conditions de travail de ses salariés, des salariés de Radio France, alors même que les salaires sont bloqués depuis 7 ans et que les arrêts maladie sont en recrudescence.
De plus, l'ensemble des syndicats dénoncent le fait qu'aucune concertation n'a eu lieu pour la production de ce plan d'économie. J'ajoute à cela ma forte préoccupation concernant l'avenir de l'AFP, qui perdra d'ici 2023 95 postes. Son avenir est en danger alors que son rôle est fondamental pour la diffusion de l'information. Fragiliser l'AFP est antinomique avec l'ambition d'une information complète et accessible à toutes et tous. Ce budget intervient en préliminaire d'un projet de loi concernant notre service public de l'audiovisuel. Celui-ci va subir une vaste refonte avec la création en 2021 d'une holding rassemblant France Télévisions, Radio France, France Médias, Monde et l'INA. Que va-t-il advenir de l'identité de chaque chaîne, de chaque rédaction? Comment seront partagés les financements? En conclusion, je souhaite dire quelques mots sur la mission Médias qui enregistre une baisse des aides à la presse. Cette baisse sera, à notre sens, un handicap supplémentaire pour un secteur déjà en crise. Nous pensons qu'il faut d'urgence réformer les aides à la presse et non pas les diminuer. Il nous faut créer un système d'aide à la presse non discriminante en fonction des supports. L'information doit être conçue comme un service commun, indispensable à la formation des jugements politiques de chacun, ce qui appelle à une aide publique, particulièrement quand elle vit sans le concours de la publicité. Intervenant après la récente réforme sur la distribution de la presse, cet ensemble de mesures qui ne s'attaquent ni à la concentration des médias, ni ne renforcent les conditions de travail des journalistes, laissent à craindre de voir fragiliser de nombreux titres. Aussi, les députés du groupe GDR voteront contre ce projet de budget. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Béatrice Piron pour le groupe La République En Marche et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. La mission Médias, Livres et Industries culturelles du projet de loi de finances 2020 présente des crédits en hausse de 11 millions d'euros par rapport à l'année dernière à périmètre courant et nous saluons cette augmentation. Le programme 180, Presse et médias, enregistre une hausse de 4 millions d'euros pour soutenir ce secteur qui traverse une crise profonde liée à la transition numérique et à la baisse structurelle du lectorat. À ce titre, les crédits alloués à l'AFP augmenteront de 4,5% par rapport à 2019. Sa dotation courante est revalorisée de 1,5 million d'euros et une aide exceptionnelle de 4,5 millions d'euros lui est accordée pour soutenir son plan de transformation. Cette revalorisation est essentielle car l'AFP est un acteur reconnu de l'information et de la lutte contre les fausses informations. Dans le contexte actuel, cette mission est devenue primordiale. Cette année, nous avons aussi agi en faveur des agences et des éditeurs de presse en adoptant la loi créant un droit voisin qui devait leur permettre d'être rémunérés plus justement lorsque leur contenu était utilisé par un moteur de recherche ou un réseau social. Google a décidé de détourner cette loi et vous, Monsieur le ministre, et vous, Monsieur le Président de la Commission, avez fortement condamné cette menace, mais Facebook semble lui emboîter le pas et les inquiétudes demeurent donc vives. Dans les autres actions de ce programme Presse et médias, il nous paraît important de souligner la stabilité des aides à la diffusion de la presse, ainsi que le soutien en faveur de Prestalis à hauteur de 9 millions d'euros. Ces crédits renvoient à l'adoption de la loi relative à la modernisation de la presse au début du mois d'octobre, réformant la loi dite Bichet. Le marché de la distribution de la presse doit être mieux régulé et je note à cet égard le transfert de nouveaux moyens à l'ARCEP. Indéniablement, l'État accompagne la presse écrite dans sa nécessaire mutation et soutient sa diffusion. Il est important de le rappeler. Concernant le programme 334, Livres et Industries culturelles, je salue l'attribution de 7,5 millions d'euros au futur Centre national de la musique. Cette maison commune de la musique structurera dès le 1er janvier prochain la filière de la musique enregistrée. Plusieurs entités ont vocation à la rejoindre. Vous avez pris l'engagement, Monsieur le Ministre, de veiller à la continuité des aides existantes et de leurs modalités de répartition. C'est indispensable pour la filière et il me paraît important d'insister sur ce point. Je mentionnerai rapidement l'une des plus grosses industries culturelles, le jeu vidéo. Ce secteur qui réalise près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires bénéficie d'un crédit d'impôt et nous aspirons, vous aussi, Monsieur le Ministre, à sa pérennité.
Alors que la Paris Games Week bat son plein, il me tenait à cœur d'y faire allusion. Concernant le compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public, les ressources qui lui sont affectées s'élèveront à 3,8 milliards d'euros l'année prochaine. En cohérence avec le plan de transformation engagé l'année dernière, les sociétés de l'audiovisuel public réaliseront donc 70 millions d'euros d'économies en 2020. Concrètement, ces économies se traduiront par une baisse de 1 euro de la contribution à l'audiovisuel public pour tous les foyers qui en sont redevables. C'est la première fois que le montant de cette taxe diminue depuis qu'elle a été créée, et si cette diminution est symbolique, elle montre que les économies demandées reviennent à tous les contribuables. Les crédits présentés aujourd'hui s'inscrivent dans la trajectoire budgétaire qui a été arrêtée et qui répond à la nécessaire transformation de l'audiovisuel public. Elle sera d'ailleurs consacrée en début d'année prochaine avec la création du groupe France Média à travers le futur projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle de l'ère numérique. France Média et les redéploiements en cours doivent permettre de répondre à l'ambition que nous portons pour le service public de l'audiovisuel. Recentrer ces missions pour accentuer ce qui le rend spécifique, notamment l'offre culturelle. Garantir une offre qui s'adresse à tous et qui ressemble au public, ainsi qu'une information fiable et exigeante. Renforcer les investissements en matière de création et dans le numérique. Pour conclure, notre groupe votera l'ensemble des crédits afférents à la mission Médias, Livres et Industrie culturelle et au compte de concours financiers. Avance à l'audiovisuel public. Je vous remercie. Merci, Madame Virginie Duby-Muller, pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons ce soir pour examiner la mission Médias, Livres et Industrie culturelle du projet de loi de finances pour 2020. L'année 2020 constituera, à n'en pas douter, une année charnière pour les médias et les industries culturelles, comme Madame Calvez l'a d'ailleurs écrit dans son rapport. Une année de défis, d'ambition, de réformes, mais pour que ces réformes soient menées à bien, il sera cependant absolument nécessaire d'y joindre les financements correspondants. C'est pourtant une logique simple de politique publique. On ne peut pas demander toujours plus avec toujours moins de moyens. Et malheureusement, comme dans la loi de finances pour 2018 et comme dans la loi de finances pour 2019, le gouvernement a encore choisi une logique de rabot, notamment pour l'audiovisuel public, au terme d'arbitrages très tardifs. Nous assistons encore cette année à un recul généralisé. Moins 62 millions pour France Télévisions, moins 5 millions pour Radio France, moins 2 millions pour Arte, moins 1 million pour France Média Monde, moins 1 million pour l'INA. Seul TV5 reste stable. Nous attendons donc aujourd'hui la réforme de l'audiovisuel avec impatience. Cependant, comment garantir qu'une telle baisse de ressources pourra être amortie par la holding France Média sans toucher au contenu et au fonctionnement de l'entreprise? Permettez-nous d'en douter. Je souhaitais revenir, comme chaque année, sur le véritable serpent de mer que représente la taxe Copé, détournée depuis des années au détriment de France Télévisions, alors qu'elle avait été créée pour compenser la suppression de la publicité en soirée sur les chaînes de l'opérateur. Monsieur le ministre, je ne résiste pas à vous rappeler votre ancienne mobilisation pour rétablir le juste rôle de la taxe Copé. En novembre 2018, vous dénonciez encore le détournement de cette taxe, demandant que les ressources créées pour l'audiovisuel public soient bien affectées au secteur de l'audiovisuel. Vous soulignez aussi à juste titre que la taxe Copé a été détournée par la précédente majorité au profit du budget général de l'État, ce que je dénonce avec force depuis des années. Vous parliez même d'un scandale avant de conclure. Lorsque nous expliquons aux Français que nous leur demandons des taxes pour financer France Télévisions, le rendement de ces taxes doit aller à l'audiovisuel public. J'ai du mal à croire que vous ayez pu changer radicalement d'avis sur cette pratique que je dénonce également. Pourtant, l'année dernière, vous avez choisi de dévier définitivement le produit de cette taxe vers le budget de l'État au détriment de France Télévisions, en allant plus loin encore que pendant le quinquennat de François Hollande. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Je souhaitais ensuite revenir sur la création du Centre national de la musique. Ce Centre national de la musique était attendu par les acteurs du secteur. Nous ne pouvons que nous féliciter de la décision du gouvernement de lui donner vie et du vote à l'unanimité de la proposition de loi portant sur sa création.
Ce projet prend tout son sens au moment où le secteur français de la musique enregistrée renoue avec la croissance et a besoin de soutien pour conforter sa position sur un marché mondial ultra concurrentiel. L'action du CNM est fondamentale. Il s'agira de lui confier la mission de consolider la filière au bénéfice de la création et de la diversité culturelle. Concernant son financement, le fléchage de 7,5 millions d'euros supplémentaires vers le CNM en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour l'année 2020, puis le fléchage de 7,5 millions en 2020 et 20 millions en PLF 2022 témoignent de l'engagement du gouvernement. Nous restons cependant encore très éloignés des préconisations des experts pour le budget nouveau de cette instance. Le rapport de Roch-Olivier Mestre préconisait un montant de 40 millions d'euros. La mission SEL préconisait un montant allant de 80 à 100 millions d'euros. Pourtant, le succès du CNM dépendra assurément des moyens qui lui seront affectés. En apparaissant sous-crédité, l'établissement ne saurait atteindre ses objectifs et remplir les missions qui lui sont confiées et qui ont vocation à s'amplifier. J'ai déposé un amendement d'appel en ce sens et j'espère que nous pourrons en débattre. Concernant l'export, le défi pour le milieu musical français reste immense. En 2018, 19 des 20 meilleures ventes sont des albums produits en France et chantés en français. Or, parmi ces 19 artistes français, aucun n'est présent parmi les 20 répertoires les plus écoutés au niveau mondial. Le CNM devra donc renforcer et consolider le modèle économique de la filière musicale française pour l'inscrire parmi les leaders mondiaux. Les dispositifs publics de soutien existants, comme le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique, fonctionnent bien et restent particulièrement utiles au secteur. C'est un dispositif efficace au service de la diversité de la création musicale francophone. Et les premiers chiffres de l'année 2019 montrent des scores remarquables des nouveaux talents français, avec 38 albums produits en France dans le top 200. Et parmi eux, 80% a bénéficié du CIPP, donc Lara Luciani, Eddie de Pretto ou Aya Nakamura, qui ont marqué l'année. Cet impôt est donc vertueux et doit être pérennisé car il promeut la diversité musicale en produisant des articles locaux. Pour terminer, même si nous regrettons la part des aides à la presse, je voulais dire que nous nous inquiétons également de l'interminable chantier du quadrilatère Richelieu et que donc, au regard de ces nombreuses réserves, notre groupe a décidé de s'abstenir sur les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Géraldine Bagné pour le mouvement démocrate et apparenté pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la mission Médias, Livres et Industries culturelles, discuté en même temps que les avances à l'audiovisuel public, revêt une importance toute particulière et rappelée au regard des mutations toujours en cours que connaissent ces secteurs. J'évoquerai en premier lieu le secteur de la presse, dont les crédits sont fléchés par le programme 180. Nous avons évoqué en commission l'enjeu crucial de l'accès à l'information et aux œuvres de l'esprit. C'est une priorité et un défi permanent pour la vie démocratique et nous savons gré au ministère d'avoir œuvré en ce sens. Avec la réforme de la loi Bichet, notre Assemblée a travaillé à assurer l'avenir de la presse et afin de garantir son pluralisme et sa distribution. Mon groupe est depuis toujours investi sur ce thème et nous saluons le travail qui a été mené en bonne intelligence avec les différents groupes de notre hémicycle. Nous sommes persuadés que le texte que nous avons récemment voté sera propre à stabiliser les aides à la presse et à garantir le maintien de sa très nécessaire diversité. Concernant l'industrie culturelle en second lieu, nous notons avec satisfaction les 8 millions d'euros alloués pour l'année 2020 au Centre national de la musique. Ce centre trouve toute sa place depuis sa création actée dans notre hémicycle le mois dernier, à côté du Centre national du livre ou du Centre national du cinéma. Cette année 2020 sera donc la première de sa mise en œuvre. La filière attend naturellement beaucoup de ce lieu fédérateur. De fait, la concurrence internationale est forte dans ce secteur et il est important que nous donnions à l'établissement la capacité de regrouper les leviers d'action, quelque peu dispersés jusque-là, en faveur de la filière musicale. Certes, nous entendons les inquiétudes des acteurs du secteur sur la somme allouée qui serait insuffisante. Néanmoins, il s'agit d'un budget en augmentation
et qui aura vocation, après un premier exercice et une évaluation, à être réajusté. Je me permets toutefois de vous alerter quant à l'impératif de sécurisation des dispositifs de soutien existants, tels que les crédits d'impôt musique ou les aides à l'emploi du fonds PEPS, et que l'établissement devra gérer. Cette sécurisation est la condition absolue pour que le CNM soutienne l'investissement des entreprises de la filière dans la production locale et qu'il fasse de la filière musicale française un des leaders mondiaux du secteur. Alors qu'elle commence tout juste à se rétablir, notre responsabilité est d'en assurer le développement. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans nos échanges, mais je souhaite aussi rappeler que d'autres secteurs bénéficient de ces aides, et en particulier celui du livre. Je souhaite donc que se poursuive cet effort collectif en leur faveur. S'agissant à présent de l'audiovisuel public, nous attendons naturellement avec impatience la discussion du texte de loi qui doit porter sa transformation, et nous savons que les enjeux en sont pluriels. Le futur pôle public de l'audiovisuel verra, nous l'espérons, ses moyens confortés. Surtout, il importera à l'avenir que l'État puisse tenir ses engagements en matière de financement, de manière à ce que nous ne nous retrouvions plus dans la situation de devoir nous déjuger sur la poursuite des différents contrats d'objectifs et de moyens avec les sociétés publiques. Elles ont un besoin absolu de lisibilité, de capacité prévisionnelle, et les transformations que nous leur imposons, bien que nécessaires, doivent aussi se faire dans la confiance. Le futur groupe France Médias fusionnera les lignes budgétaires des multiples chaînes actuelles. Nous souhaitons pouvoir continuer à disposer des éléments de ventilation des crédits entre les chaînes qui formeront le futur groupe. Le contrôle des parlementaires demeure en effet essentiel dans le sillage de ce que nous avons engagé depuis plusieurs années maintenant. Le sort de notre audiovisuel extérieur, notamment au regard de l'importance de la francophonie et de l'enjeu du cinéma à l'export, est un objet d'attention tout particulier pour nous, comme pour d'autres orateurs qui m'ont précédé. Nous saluons à cet égard la volonté du gouvernement de soutenir notre rayonnement dans le monde francophone avec le maintien des crédits à TV5 Monde. À l'heure où toutes les chaînes sont appelées à faire des économies qui portent leurs fruits en termes de compétitivité, il s'agit d'un signal positif et important. La contribution des Français à l'audiovisuel public a certes été diminuée d'1 seul euro symbolique. Mais ce geste rejoint le message général adressé aux Français d'une attention portée à l'impôt, à sa juste mesure et à sa juste utilisation. Ainsi, nous le voyons, les différents budgets de la mission émanent de secteurs en pleine transition. Il nous revient de les accompagner, tant leur contribution est essentielle à l'épanouissement de notre société. C'est pourquoi le groupe du Mouvement démocrate et apparenté soutiendra les crédits de cette mission. Merci, Madame Bagné. La parole est à Madame Sylvie Tolmont pour le groupe socialiste et apparenté, et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et d'éducation, Mesdames et Monsieur le rapporteur. L'histoire contemporaine atteste des profondes mutations affectant la culture, ses modes d'accès et d'usage. Quelques informations suffisent à s'en convaincre. 70% des ventes de livres sur Internet sont réalisées par Amazon. Netflix capte 70% des parts de marché de la vidéo à la demande par abonnement. Les 3/4 des revenus du téléchargement sont générés par iTunes et les 2/3 des revenus du streaming musical reviennent à Deezer et Spotify. Dans un tel contexte, le législateur peut suivre les mutations ou bien les régir. L'expérience récente du refus de Google de respecter les droits voisins démontre l'impérieuse nécessité de défendre les producteurs de valeur et plus généralement d'apporter une réponse moderne à l'ensemble de ces enjeux. Sur le même principe, la lutte contre la manipulation de l'information est impérative. C'était d'ailleurs le sens de la proposition de loi que nous avons votée l'année dernière. Face à ces enjeux, ne serait-il pas essentiel d'attribuer davantage de moyens à la presse et tout autant au service public de l'audiovisuel? Nous le pensons tant il ne fait aucun doute que ces évolutions justifient des réformes qui, elles-mêmes, justifient des financements. Monsieur le ministre, l'examen du projet de loi de finances constitue un moment de vérité. Or, force est de constater que le budget tel que vous le présentez pour les missions médias, livres et industrie culturelle et le compte de concours financiers avance à l'audiovisuel public que nous examinons ce soir ne se hisse pas à la hauteur des enjeux, les crédits ne répondant ni aux attentes des acteurs, ni aux nécessaires transformations profondes du secteur.
La presse française est la première à pâtir de ce manque d'élan, résultat d'une inadéquation budgétaire. À cet égard, les aides à la presse, lesquelles ont déjà baissé de 15 millions d'euros depuis 2017, sont le parent pauvre du programme 180 Presse et médias, alors même qu'il s'agit là d'un secteur dont l'écosystème est en crise et qui nécessite plus que jamais un soutien permanent de la part des pouvoirs publics. La situation tout à fait inquiétante de Prestalis en est un exemple éclairant. En effet, si nous soutenons la nécessité d'armer l'AFP face aux mutations en cours, nous regrettons toutefois que celle-ci se fasse au détriment de toutes les autres actions du programme. Par ailleurs, en stabilisant à l'euro près par rapport à la loi de finances initiale 2019 les actions soutien aux médias de proximité et soutien à l'expression radiophonique locale, le gouvernement ne peut guère dissimuler son désintérêt pour les territoires, ce que les citoyens et nous-mêmes avons pourtant maintes fois dénoncé. Enfin, toujours dans cette dimension locale, comment occulter la baisse de 700 000 € des crédits à l'action livre et lecture du programme 334 qui compromet le rôle des librairies, vecteur essentiel de la diffusion de la culture sur les territoires. Même si le chiffre d'affaires de ces dernières est stable, et ce depuis une décennie, et que leur attractivité n'est pas en cause puisque de plus en plus de jeunes rejoignent la profession, elles peinent à rentabiliser leur activité et les salaires pratiqués sont trop faibles comparativement aux compétences requises. Pour rester compétitives, celles-ci en viennent à réduire leurs équipes et leurs stocks, menaçant ainsi leur cœur de métier. Aussi, un soutien budgétaire significatif s'imposerait à leur égard. S'agissant de l'audiovisuel public, la réduction de 1 € de la redevance télé prévue dans ce projet de loi de finances nous paraît totalement démagogique, en tout cas parfaitement inopportune si l'on considère les défis auxquels sont confrontées les sociétés du secteur. En effet, cette baisse, équivalent à un gain de pouvoir d'achat de 8 centimes d'euros par mois pour chaque Français redevable de la taxe, fera perdre par contre près de 30 millions aux caisses de l'État. Aussi, permettez-nous de douter de l'efficience d'une telle mesure quand, dans le même temps, vous faites le choix de diminuer de 70 millions d'euros les crédits alloués à l'audiovisuel public en 2020, un effort considérable porté à hauteur de 190 millions d'euros sur la période 2018-2022. Enfin, pour ce qui est du financement du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous couvert d'une contribution plus importante demandée aux nouveaux acteurs du numérique, vous souhaitez alléger la taxe sur les éditeurs pour les acteurs traditionnels. Ce rééquilibrage s'apparente toutefois à un cadeau pour ces derniers, cadeau qui, à n'en pas douter, entraînera un coup d'arrêt pour la création française. Dominique Boutonnat ayant d'ores et déjà annoncé sa volonté d'économiser 15 millions d'euros sur la partie cinéma du CNC. Nous ne sommes pas dupes. Pour conclure, les budgets que vous présentez pour ces missions manquent cruellement d'ambition. Ils ne répondent pas aux enjeux et aux objectifs fixés. À quelques mois d'une réforme de l'audiovisuel public que le gouvernement promeut comme une révolution, il y a là de quoi vous alerter et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté votera contre ces crédits. Je vous remercie. Merci, Madame Tolmont. La parole est à Monsieur le ministre, à Monsieur Franck Riester, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, cher Bruno Studer, Madame la rapporteure spéciale de la Commission des Finances, chère Marie-Ange Magne, Madame la rapporteure pour avis de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, chère Céline Calvez, et Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, cher Alain David, Mesdames et Messieurs les députés, voilà 60 ans que le ministère de la Culture existe, 60 ans qu'il agit, 60 ans que ses ministres viennent en présenter le budget dans cette Assemblée, comme je viens vous le présenter ce soir. 60 ans qui nous offrent l'occasion de réaffirmer la nécessité d'une politique culturelle ambitieuse. C'est la volonté du Président de la République et du Premier ministre et de tout le gouvernement. Le ministère de la Culture doit parler à tous, dans tous les territoires, parce que la culture émancipe, parce que la culture rapproche. Elle est ce qui procure à chacun le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Elle est ce qui nous fait, d'une certaine façon, accéder à l'universel. Elle est un levier essentiel d'emploi, d'activité, d'attractivité, de rayonnement pour notre pays. Elle est un levier, un facteur de cohésion sociale, de cohésion nationale. Elle est ce qui nous rassemble, ce qui nous tient ensemble. Elle est, d'une certaine façon, le ciment de notre société. Seulement,
notre société est confrontée aujourd'hui à une mutation majeure, celle de la révolution numérique qui bouleverse notre rapport à l'information, à la presse, aux médias d'une part, mais aussi aux pratiques culturelles plus largement d'autre part. Ce faisant, en même temps qu'elle fait émerger des opportunités nouvelles, la révolution numérique remet en cause des pans entiers de l'économie, de la culture et des médias. La responsabilité du ministère de la Culture est d'accompagner et même d'anticiper ces bouleversements. Le budget de la culture pour l'année 2020 s'inscrit dans cette ambition. Au total, ce sont plus de 15 milliards d'euros qui seront consacrés aux politiques culturelles dans la totalité du budget de l'État. Cela inclut les dépenses fiscales et le budget dédié à la culture dans les autres ministères que celui dont j'ai la charge. Et évidemment, les moyens qui relèvent du ministère de la Culture, spécifiquement à hauteur de 8,2 milliards d'euros, dont ceux de l'audiovisuel public qui représentent 3,8 milliards d'euros. Mon ministère bénéficiera en 2020 de crédits budgétaires en hausse de 70 millions d'euros par rapport à 2019. La mission Médias, Livres et Industrie culturelle verra pour sa part ses crédits augmenter de 11 millions d'euros. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, c'est un effort qui nous oblige à la cohérence, à la transformation et aux résultats. Et pour obtenir des résultats, bien évidemment, il faut d'abord définir des priorités. Le budget que je vous présente donc est un budget avec des priorités. Priorité au service de l'émancipation citoyenne, au service de la cohésion et de l'attractivité des territoires, au service des artistes et des créateurs, au service de notre souveraineté culturelle. Émancipation des citoyennes et des citoyens donc, une émancipation qui passe par la culture. Et en premier lieu par l'accès de tous à une information indépendante, pluraliste et de qualité, et ce, dès le plus jeune âge. Cela passe bien sûr par la poursuite de notre action en faveur du développement de la lecture, qui ne doit pas se limiter au seul cadre scolaire, et plus largement de l'accès à la culture et aux œuvres de l'esprit. Mais à l'heure de la diversification des sources d'information et de la prolifération des infox, il nous faut aussi éduquer à l'image, aux médias, à l'information. Et donc c'est l'objectif du plan d'éducation aux médias et à l'information. Cette année, nous avons eu recours à des appels à projets locaux pilotés par les DRAC pour répondre aux besoins des territoires. L'an prochain, ce plan sera doté de 3 millions d'euros. Il vise en priorité les jeunes publics et se traduira concrètement par des actions dans les bibliothèques, dans les écoles, par un soutien aux associations engagées sur ce sujet. Je n'oublie pas en plus de ce plan l'engagement de l'audiovisuel public dans la lutte contre les infox, avec entre autres la plateforme de décryptage vrai ou fake. Cette information fiable, plurielle, de qualité que j'évoquais, l'agence France Presse en est la garante. Soutenir l'AFP, c'est soutenir indirectement toute la presse. L'État soutiendra donc son plan de transformation à hauteur de 4,5 millions d'euros supplémentaires en 2020. C'est un effort considérable. L'État accompagnera également les missions d'intérêt général de l'AFP en revalorisant leur financement à hauteur de 1,5 million d'euros. Cette information fiable, pluraliste, de qualité, nous n'aurons cesse de la soutenir. Nous n'aurons cesse de défendre la presse, son indépendance et sa liberté. C'est pourquoi les aides à la presse, essentielles à notre démocratie, seront confortées en 2020. Et c'est pourquoi je mènerai le combat avec mes homologues européens pour faire respecter le droit voisin, comme le fait le président de la République. Vous vous rappelez de ses paroles à la suite du Conseil des ministres franco-européens encore récemment. Nous avons été les premiers à transposer la création de ce droit voisin grâce au rapport de David Assouline et de Patrick Mignola. Je sais que l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle y ont participé et je voudrais les en remercier. Et derrière le droit voisin, c'est l'avenir du journalisme qui se joue. C'est la préservation des moyens des éditeurs et agences de presse. C'est la protection de leur indépendance, de leur capacité d'informer, tout simplement. Aujourd'hui, la valeur créée et captée par les géants du numérique, c'est inacceptable, il faut changer tout ça. La deuxième priorité de ce budget, c'est de renforcer par la culture la cohésion et l'attractivité de nos territoires. C'est notamment l'enjeu de la révision de la loi Bichet, et vous en connaissez toute la nécessité, nous avons eu l'occasion d'en reparler. Je remercie Laurent Garcia pour son travail et tous les
parlementaires qui se sont mobilisés pour la réforme de la loi Bichet. C'est aussi moderniser nos services publics culturels de proximité, et c'est l'ambition que nous portons avec le plan bibliothèque, qui verra son budget augmenter encore une fois et conforter l'année prochaine. La troisième priorité, c'est de placer les artistes et les créateurs au cœur de nos politiques culturelles. Pour cela, il nous faut non seulement intensifier les financements publics, mais aussi accompagner la structuration des industries créatives et culturelles. C'est le fonds de 225 millions d'euros annoncé, géré par la BPI, annoncé par le Président de la République. C'est le renforcement des prêts participatifs de l'IFSIC. Deux outils qui sont déjà utiles et mis en œuvre et donc à disposition des entreprises. Plus spécifiquement, nous accompagnerons le secteur musical avec la création du Centre national de la musique. Merci à vous d'avoir adopté la proposition de loi de Pascal Bois, cher Pascal, qui fait suite à un rapport commis par le même Pascal Bois avec Émilie Cariou. Merci à vous deux, et qui incitait à la création, et vous avez contribué à la création de ce Centre national de la musique qui verra le jour en 2020, avec 7,5 millions d'euros dès 2020 et qui auront vocation à monter en puissance pour permettre d'atteindre l'objectif qui avait été fixé par le rapport Bois-Cariou de 20 millions d'euros complémentaires en vitesse de croisière pour le Centre national de la musique. Cette maison pour tous de la musique, attendue par la profession, va enfin voir le jour par votre détermination, celle du Président de la République, du Premier ministre et de ma détermination. Enfin, quatrième priorité de ce budget, c'est de réaffirmer notre souveraineté culturelle. Nous réaffirmerons notre souveraineté culturelle en matière de fiscalité, bien évidemment, affectée au financement du cinéma, en l'harmonisant pour que les acteurs nouveaux contribuent davantage au financement de la création. Cela passe aussi par le projet de loi audiovisuel que j'aurai l'occasion de vous présenter en Conseil des ministres dans quelques jours ou quelques semaines, et ensuite, en début d'année prochaine, nous aurons l'occasion d'en débattre. Il y aura la partie sur le financement de la création, il y aura la partie, bien évidemment, sur l'audiovisuel public. Nous demandons cette année, dans le cadre de la trajectoire financière de l'audiovisuel public, un effort, c'est vrai, mais un effort que nous considérons comme soutenable, qui s'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle 2018-2022. Une trajectoire donc financière à 5 ans qui permet certes de demander un effort, mais qui permet aussi de transformer l'audiovisuel public. Et nous aurons l'occasion de réaffirmer ces missions de service public dans le cadre du projet de loi pour l'audiovisuel du début d'année prochaine. Projet de création de France Média ne vise en aucun cas, bien sûr, à remettre en cause cette trajectoire budgétaire. Mesdames et messieurs les députés, à l'heure du 60e anniversaire de ce ministère, il nous incombe plus que jamais de faire preuve d'ambition en matière culturelle, d'ambition au service des Français, de tous les Français, et surtout de ceux qui se sentent exclus de notre politique culturelle, ceux qui nous disent « ça, c'est pas pour moi ». L'ambition que je porte, c'est de réaffirmer notre souveraineté culturelle aussi face aux nouveaux acteurs du numérique, et ce combat est un combat difficile, et nous avons besoin d'être mobilisés et déterminés. Et notamment combat par rapport à ces plateformes qui apportent un service nouveau, mais dont nous devons assurer l'équité entre les différents acteurs. Voilà les priorités qui sont les miennes dans ce budget 2020, et je suis bien évidemment à votre disposition pour échanger. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous en arrivons à la séquence des questions. Il y en a deux. Je vous rappelle, 2 minutes la question, ce ne sera pas davantage, et Monsieur le Ministre, 2 minutes la réponse. Voilà. Je sais que vous êtes convaincu du bien fondé de cette organisation de nos débats. Alors, pour le groupe La République En Marche, Monsieur Pascal Bois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question, étant donné que 2 minutes, vous l'aurez compris, ma question se porte sur le CNM, ce qui me semble en effet majeur en la circonstance. Tout d'abord, je me réjouis de l'adoption définitive par le Parlement de la loi créant le Centre national de la musique, et j'en profite aussi pour rappeler que sa promulgation a été publiée hier dans le journal officiel.
Elle a pour ambition de fédérer les filières musicales et du spectacle vivant pour mieux répondre aux enjeux auxquels elles sont confrontées. Il s'agit bien évidemment de la diversité culturelle, de soutien économique, de soutien à la création et aux artistes, de développement international et d'action locale. Je pense ici plus particulièrement à l'EAC. Nous avons pu approfondir tous ces sujets lors des précédents débats parlementaires, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et je ne reviendrai pas. Les fondations sont désormais établies. Reste néanmoins, Monsieur le Ministre, la question de son financement global et, à tout le moins, de le clarifier à court terme et à moyen terme. C'est d'ailleurs l'objet d'un amendement que je défendrai plus tard. Bien évidemment, vous aussi, vous avez œuvré pour la création de ce CNM au 1er janvier, pour qu'il soit accompagné de 7,5 millions d'euros de fonds nouveaux, auxquels s'ajoutent les 500 000 euros de ressources précédemment allouées au CNV et les recettes de la taxe sur les spectacles de variété. Tout cela figure bien sûr dans ce PLF. Cependant, il reste l'inconnu dans la manière de financer au-delà de 2022. La montée en puissance de cette nouvelle structure, et plus particulièrement pour financer ces nouvelles missions, elles ne pourront reposer exclusivement sur les recettes d'une taxe, certes existante mais fluctuante en soi, ni se baser sur l'unique concours financier d'organismes de gestion collective, quand bien même qu'ils aient fait part de leur volontarisme. Mon rapport fait conjointement avec ma collègue Émilie Cariou sur sa préfiguration, évoquait les pistes de la TOCE, de la taxe YouTube, qui assurerait un complément dynamique au financement du CNM. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les solutions envisagées et la trajectoire pluriannuelle afin d'assurer sa montée en puissance? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Bois, oui, merci encore une fois de votre contribution de cette proposition de loi qui a permis la création du Centre national de la musique au 1er janvier 2020 et qui verra la fusion du CNV, du Burex, de l'IRMA, du FCM et de CAELIF pour constituer cette maison commune de la musique. Cette maison commune de la musique qui pourra s'appuyer sur les ressources actuelles des différentes institutions, associations qui vont la composer. Je pense bien évidemment à la taxe sur la billetterie du spectacle vivant, je pense aux contributions des organismes de gestion collective et je pense au budget de l'État. Et donc dès 2020, il y aura en plus des ressources déjà existantes, 7 500 000 euros qui viendront conforter la création du Centre national de la musique et nous monterons progressivement en puissance en 2 ou 3 ans pour atteindre les 20 millions d'euros supplémentaires. Nous aurons l'occasion aussi, en parallèle, de réfléchir peut-être à une fiscalité spécifique dédiée à ce Centre national de la musique. Mais ce qui compte avant tout, c'est qu'il y ait ces moyens qui représentent l'engagement très fort de l'État, de ce gouvernement, à la demande du Président de la République et du Premier ministre et de toute la majorité, pour faire en sorte que ce secteur de la musique puisse se doter de cette institution importante, de cet établissement public au service de la musique, de tous les genres de musique, de toutes les sensibilités musicales et de cet accompagnement de l'émergence musicale, de l'exportation et de l'observation de ce secteur. Et donc vous pouvez compter sur le gouvernement, sur mon engagement pour continuer à assurer les financements du Centre national de la musique. Merci, Monsieur le ministre. Alors pour le MoDem, Madame Géraldine Bagné, avec les mêmes règles. Merci, Monsieur le Président. Après Monsieur Bois qui parle musique, je vais parler livre et images. Dans le cadre de ma présidence du groupe Livre, j'ai été particulièrement alertée sur la situation des auteurs de bandes dessinées. Aussi, je souhaiterais vous interroger sur les dispositifs fiscaux de soutien à la diversité et à la créativité. Un jeune auteur récemment m'a rappelé que les États généraux de la bande dessinée de 2016 avaient mis en évidence une précarité galopante et préoccupante dans ce milieu, avec 50% des auteurs sous le SMIC, 36% sous le seuil de pauvreté et des difficultés encore accrues pour les femmes. Je cite parmi les nombreux obstacles évoqués par ce jeune auteur: la difficulté d'obtenir le RSA et de prouver la viabilité du métier avec des revenus aléatoires et difficiles à estimer. L'impossibilité d'accès aux droits de presque tout à chacun que sont les vacances, la reconnaissance de l'accident du travail, l'accès à une pension de retraite. Un système d'avance sur droit qui ne permet pas une véritable rémunération au premier exemplaire vendu. Une prise de risque qui repose essentiellement sur l'auteur. Des participations sympathiques, mais très souvent bénévoles, dans les festivals et salons, activités incontournables, mais chronophages.
Si l'auteur de bande dessinée, m'a-t-il rappelé justement, ne travaille pas d'abord pour être riche, mais par nécessité d'écrire et de coucher ses tripes, ses angoisses sur le papier, il s'interroge sur sa capacité à vivre avec des revenus de 300 à 350 € par mois pour 250 heures de travail. Aussi, ma question, Monsieur le Ministre, concerne les dispositifs mis en place pour maintenir la diversité et la créativité et soutenir ces créateurs. Je vous remercie. Merci, Madame Bagné. Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bagné, vous avez raison, parfaitement raison. Les artistes auteurs et les auteurs notamment de bandes dessinées sont bien souvent dans une précarité importante. J'en ai totalement confiance, les équipes du ministère également, et nous travaillons, je dirais, de deux manières. D'abord, d'une façon très opérationnelle à court terme, pour améliorer un certain nombre de dispositifs et s'assurer que les dispositifs préexistants qui vont dans le sens de la situation des auteurs puissent perdurer. Je pense par exemple à la compensation de la CSG, de la hausse de la CSG, et je pense à un certain nombre de dispositifs liés à la protection sociale dont vous parliez. Et en même temps, j'ai lancé une mission, la mission confiée à Bruno Racine, qui permet de réfléchir à l'avenir des artistes auteurs de notre pays, qui doivent être au cœur des priorité de ce ministère et au cœur de la société plus largement. Et donc la mission Racine, qui est une mission prospective, a pour vocation de réfléchir donc à la situation des auteurs, tant dans leur formation que dans leur rémunération, que dans leur protection sociale, que dans leur éventuelle reconversion, dans leur retraite. Bref, de voir tous les aspects de la vie de nos artistes auteurs pour que la France reste, en matière de bande dessinée, mais plus largement en matière de création, une terre d'artistes. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, troisième séquence, maintenant l'analyse des amendements. J'appelle donc les crédits de la mission Média. Article 38 et état B. Le 1031 n'est pas défendu, le 1032 n'est pas défendu, le 1056 n'est pas défendu. Amendement donnant lieu à une discussion commune, le 978, Monsieur David. Oui, Monsieur le Président. Afin d'accompagner la création de l'établissement du Centre national de la musique, prévu au 1er janvier 2020, et de lui permettre d'assurer l'ensemble de ses missions, le présent projet de loi prévoit d'allouer 7,5 millions d'euros de moyens budgétaires. Le rapport de la mission de préfiguration du CNM, remis au Premier ministre en novembre 2018, préconisait pourtant un financement public supplémentaire alloué de 20 millions d'euros. Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise donc à porter à 20 millions d'euros les moyens budgétaires nouveaux accordés au CNM, conformément aux préconisations du rapport de la mission de préfiguration. Merci, Monsieur David. Dans cette discussion commune, Madame Duby-Muner, pour le 999. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors que le CNM vient d'être définitivement adopté par le Parlement, cet amendement d'appel permet donc d'évoquer la mise en perspective du nouvel établissement en posant la question de son financement à moyen terme. Le CNM était particulièrement attendu par la filière musicale. Le fléchage de 7,5 millions d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement et en crédit de paiement atteste d'un engagement certain de la part du gouvernement. Or, les travaux sur la préfiguration de l'établissement s'accordent sur une évaluation à minima des besoins d'amorçage à hauteur de 20 millions d'euros de budget nouveau. Le présent amendement propose donc d'augmenter les autorisations d'engagement du CNM de 7,5 millions à 20 millions d'euros afin d'inscrire d'emblée l'ambition du gouvernement dans les documents budgétaires. Sans remettre en question évidemment le principe d'annualité budgétaire, il s'agit bien de confirmer la vocation du CNM à monter en puissance au-delà de 2020, ainsi que vous le soulignez d'ailleurs lors de l'examen de ces crédits en commission. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Ce sera une demande de retrait ou bien un avis défavorable. Vous le savez, ces 20 millions d'euros de dotation du CNM qui sont préconisés par le rapport Bois-Cariou ne sont pas nécessaires dès 2020 puisque le CNM est actuellement en phase d'amorçage, en phase de construction. Cependant, je comprends l'objet de cet amendement, d'un amendement d'appel qui demande finalement un engagement clair du gouvernement pour une montée en puissance du financement du CNM. Il me semble que le ministre s'est déjà exprimé en commission des affaires culturelles, mais je pense effectivement qu'il est important d'entendre le ministre sur ce sujet, sur la trajectoire budgétaire et les perspectives de financement du CNM.
Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la rapporteure, je viens déjà de le faire, mais je veux bien volontiers le refaire. Cette année, effectivement, comme l'a très bien dit Madame la rapporteure, c'est un amorçage. Il y a un certain nombre de missions nouvelles qui vont être mises en œuvre, mais nous allons monter en puissance les années suivantes pour arriver d'ici 3 ans, d'ici 2022, à ces 20 millions d'euros supplémentaires qui sont préconisés dans le rapport Bois-Cariou. Mais vous savez, je pense que nous sommes en responsabilité, en charge du budget de l'État, et nous devons, à chaque fois que nous mettons de l'argent public en plus, savoir pour quelle mission complémentaire d'intérêt général nous mettons cet argent complémentaire. Là, aujourd'hui, la préfiguration a travaillé avec les professionnels sur un certain nombre de missions nouvelles qui nécessitent des moyens complémentaires. Laissons le Centre national de la musique s'installer, ces missions nouvelles se mettre en place, et nous verrons ensuite en 2021-2022 quelles sont les nouvelles missions. Mais l'engagement, en tout cas, du gouvernement est d'aller vers une montée en puissance des moyens complémentaires du Centre national de la musique. Vous maintenez vos amendements tous les deux, donc je les mets aux voix. Avis défavorable. Non, vous le retirez, Madame Duby-Muller. Monsieur David, vous le maintenez? D'accord. Bon, je le mets aux voix. Avis défavorable de Madame la rapporteure et de Monsieur le ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Tolmont, vous avez le 976. Et si vous en êtes d'accord, vous en faites une présentation commune avec le 975 et 977. C'est exactement ce que j'allais vous proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ces 3 amendements du groupe socialiste et apparentés visent à maintenir les crédits alloués aux aides à la presse à hauteur de ceux ouverts en loi de finances initiale 2019. Comme évoqué dans le cadre de mon intervention, les aides à la presse ont déjà baissé de 15 millions d'euros depuis 2017, et ce, alors même que l'écosystème du secteur connaît une crise particulièrement inquiétante. En ce sens, baisser les crédits du Fonds stratégique pour le développement de la presse, du portage et des aides à la presse d'une manière plus générale nous paraît totalement contradictoire. Ces aides sont essentielles pour favoriser le développement culturel et l'information dans nos territoires et permettent également d'assurer le pluralisme et la diffusion de l'information et des idées. Dans ce contexte, le groupe socialiste et apparenté estime qu'il est capital de soutenir et d'accompagner ce secteur en souffrance, et c'est pourquoi nous proposons de maintenir ces crédits. Merci. Alors, sur ces 3 amendements, Madame la rapporteure. Oui, ce sera un avis défavorable. Pour vous répondre, chers collègues, le choix a été fait aujourd'hui de renforcer le soutien à l'agence France Presse et de maintenir les aides versées à Prestalis et à la presse IPG. Il me semble qu'il faut maintenir l'équilibre qui a été dessiné. Ce sera un avis défavorable. Oui, défavorable. Alors, je les mets aux voix séparément. Ils ne sont pas identiques. Le 976, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 975, même avis. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 977, même avis. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Madame Calvez, Madame la rapporteure, vous avez le 1046. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement 1046 vise à transférer 1,6 million d'euros depuis les presses et médias jusqu'au crédit de livres et industrie culturelle. C'est surtout pour mettre en valeur une ligne. C'est l'action numéro 7. Cette action numéro 7, elle se réfère à la compagnie internationale de radio et de télévision. Donc on a 1,6 million pour cette action, sans savoir exactement en quoi elle consiste. La compagnie a été créée en 1981. Elle peut venir aider des médias étrangers. Elle peut venir aider à ce que la francophonie soit vraiment diffusée. Pour autant, je trouve que l'on manque d'évaluation de l'action concrète que révèle cette compagnie en soutien de Medi 1, qui est un média marocain. Et donc, je souhaite que l'on puisse vraiment soit transférer les crédits, soit avoir suffisamment d'explications pour comprendre ce que cette ligne révèle. Madame la rapporteure. Oui, effectivement, les informations contenues dans les documents budgétaires sont effectivement insuffisantes. Je laisserai le ministre répondre à votre interrogation et je vous propose ensuite de retirer votre amendement, si j'ai bien compris, est un amendement d'appel pour ne pas déstabiliser de manière soudaine le modèle économique de cette radio. C'est un amendement qui n'a pas été examiné en commission. À titre personnel, ce sera défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président.
Madame la députée Calvez, effectivement, la CIRT apporte un soutien essentiel à la francophonie au Maroc depuis 1981, à travers la mise à disposition de la radio, franco-marocaine bilingue Médien de journalistes francophones. Et donc le maintien des crédits associés à ce partenariat est indispensable à la couverture de ces coûts salariaux, et leur réduction serait perçue évidemment négativement par nos partenaires marocains. Cela dit, j'entends votre interrogation sur l'imputation budgétaire de ces crédits, mais il n'y a pas de solution idéale. Certes, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères siège à l'Assemblée générale de la société, mais à l'inverse, rattacher ce financement spécifiquement au budget de la culture permet d'éviter tout soupçon de visée diplomatique cachée. Non, c'est une action au service de la francophonie. Et concernant les documents utiles, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez étayés dans les éléments que nous vous avons transmis dans le budget, mais sachez que un certain nombre de documents vous ont déjà été transmis depuis la commission, le travail en commission, et l'évaluation de l'emploi des crédits alloués à la CIRT, bien évidemment, sera remis par mon ministère, comme chaque année, au Parlement. Merci, Madame Calvez, vous le maintenez? Retrait ou avis défavorable? Alors, je veux bien survoir toutes les informations qu'on pourra avoir dessus, et je retire pour l'instant cet amendement. Merci. On enregistre ce retrait. Avant de donner la parole pour le 979 à Monsieur David ou à Madame Tolmont, j'indique que le groupe La République En Marche a demandé sur les crédits de la mission un scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Donc, Madame Tolmont, sur le 979, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le présent projet de loi prévoit une diminution de près de 700 000 € par rapport à 2019 des crédits alloués pour soutenir le secteur de l'édition et des librairies. Ces crédits sont pourtant essentiels pour favoriser le développement culturel de nos territoires et ne doivent en ce sens subir aucune baisse. En effet, dans une tribune publiée en juin dernier dans Le Monde, le syndicat de la librairie française rappelle combien la librairie est un modèle d'avenir sur un plan culturel, commercial et social, mais dont il faut le conforter au niveau financier. Je cite les auteurs: la France a la chance de disposer de l'un des réseaux de librairies les plus denses au monde, maillant l'ensemble du territoire jusqu'aux plus petites villes. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté souhaite que les moyens de ce secteur soient consolidés pour répondre à la détérioration de la situation économique de la chaîne du livre, à la fois soulignée par les auteurs et les libraires. Merci, Madame la rapporteure. Oui, alors effectivement, les crédits paiement inscrits sur l'action livre et lecture du programme 334 diminuent de 0,6 million d'euros en raison principalement d'une baisse de la dotation d'investissement allouée aux travaux du quadrilatère Richelieu du fait de l'arrivée à terme progressive du chantier. Cette baisse est d'ailleurs largement compensée par l'augmentation des crédits de la BNF. C'est un amendement qui m'apparaît donc sans objet. Ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre. Je mets au voie le 979, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, rejeté. Je mets aux voix. Alors non, nous avons un scrutin public. On va laisser 2 minutes pour calibrer les membres. C'est pour éviter à Mme la rapporteure et à Monsieur le Président de la Commission d'aller à leur place respective. Comme ça, si vous en voulez à quelqu'un, vous savez à qui. C'est à eux. C'est bon ? Alors, nous allons donc maintenant procéder à ce scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin... Ah, ça ne marche pas. Ah, attendez. Le scrutin est ouvert. Normalement, ça devrait marcher. Le scrutin est clos. Résultat... Ça a marché ? Ça a marché. Ça a marché. 34 votants, 31 exprimés, majorité à 16, pour 29, contre 2. Les crédits sont adoptés. Article additionnel après l'article 76,
Le 1044, Monsieur Bois. Alors, le présent amendement tire les conséquences donc, de la loi sur la création du Centre national de la musique. Il convient en conséquence de modifier l'affectataire du produit de la taxe sur les spectacles de variété. Alors, afin de ne pas déstabiliser les mécanismes de soutien existants et pour garantir aux entreprises de spectacles vivants la visibilité dont elles ont besoin pour programmer leur investissement, le présent amendement organise toutefois par dérogation le maintien jusqu'en 2022 des règles d'affectation aujourd'hui en vigueur. Le produit de la taxe est ainsi affecté jusqu'au 31 décembre 2022 au CNM aux fins du financement des actions de soutien aux spectacles de chansons, de variété du jazz qui relèvent du champ de la taxe sur la billetterie anciennement affectée au Centre national des variétés du jazz et désormais au CNM. Comme c'est le cas aujourd'hui, une fraction du produit de cette taxe continuera d'être affectée au financement des coûts de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces actions de soutien. Par conséquent, donc, en 1er janvier 2023, et conformément au principe de solidarité collective de la filière musicale qui sous-tend à la création du Centre national de la musique, le produit de la taxe sera affecté au CNM pour le financement de l'ensemble des missions de cet établissement public. La disposition du fléchage spécifique vers les actions de soutien au spectacle vivant sera rendue possible par la montée en charge des financements publics et privés alloués au CNM. Merci, Monsieur Bois. Madame la rapporteure. Favorable. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Le gouvernement émet un avis favorable à cet amendement. Merci, Monsieur Bois. Il s'agit effectivement de pouvoir conforter le financement du CNM et de faire en sorte d'envoyer aussi un message aux professionnels pour leur dire qu'évidemment la construction du CNM vise à ce qu'il n'y ait pas de composantes de la filière qui puissent perdre des ressources par rapport à ce qu'était l'existant. Et nous aurons l'occasion dans les années futures de voir avec les moyens nouveaux quelles sont les nouvelles missions, je le disais tout à l'heure, qui seront confiées au Centre national de la musique. Mais il s'agit bien évidemment que chaque composante de la filière puisse voir une opportunité dans la création du Centre national de la musique. Cette filière musicale en a bien besoin et c'est tout l'objectif du Centre national de la musique. Merci Monsieur Bois pour cet amendement important. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement de Monsieur Bois, le 1044. Avis favorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. J'appelle les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel inscrit à l'état D. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 40 D. Et Monsieur le 967, Madame Tolmont, ainsi que le 966. Je peux vous proposer, Monsieur le Président, compte tenu de l'heure tardive, d'associer dans ma présentation 5 amendements, le 967, 969, 968, 970 et 971, puisqu'ils ont tous attrait aux sociétés de l'audiovisuel. Je pense que tout le monde sera d'accord. Je m'en doutais. Merci. Merci, chers collègues. Alors, ces 5 amendements des députés socialistes et apparentés visent à maintenir les crédits de France Télévisions, Radio France, Arte France, France Médias, Monde et de l'INA à hauteur de ceux ouverts en loi de finances initiale 2019. Depuis l'été 2018 et la trajectoire budgétaire arbitrée par l'exécutif concernant l'audiovisuel public, les crédits alloués à ces organisations ne font que diminuer. Une telle politique de baisse constante des budgets entre en contradiction avec les différentes missions qui leur sont confiées et a surtout pour conséquence de sacrifier des emplois. Nous en voulons pour preuve le plan de départ volontaire organisé chez Radio France ou encore les départs non remplacés au sein de France Médias Monde en 2018. Par ailleurs, sur fond de crise de la confiance des citoyens envers les médias, comment assurer un renforcement de la valeur ajoutée des contenus et leur utilité sociale en privant ces entreprises de 190 millions d'euros à horizon 2022 ? Le groupe socialiste et apparenté estime qu'il est primordial de soutenir l'ensemble de ces sociétés et c'est pourquoi nous proposons de maintenir ces crédits. Merci, Madame Tolmont, pour cette présentation très synthétique. Madame la rapporteure, pareil. Mais pour être très concise, chers collègues, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir aux trajectoires budgétaires qui ont été fixées par le gouvernement en 2018. Ce sera donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Alors, je mets aux voix, c'est des votes distincts qu'il faut opérer. Le 967, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour,
qui est contre. Même avis sur le 966, qui est pour, qui est contre, rejeté, bien sûr. 974, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. 969, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. Madame Rabault nous manque, mais le 968, vous l'avez présenté. Madame la rapporteure et Monsieur le ministre nous ont indiqué un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, rejeté. 970 a été présenté également, Madame Tolmont. Non, Monsieur David. Défendu. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 971 défendu aussi, Monsieur David. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre. Je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Je mets donc aux voix les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel public, qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. Article additionnel, Madame Tolmont, le 973, Monsieur David, le 973, défendu. Madame la rapporteure, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 972, Monsieur David, défendu. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Nous en avons terminé avec l'examen de la mission Médias, Livres et Industries culturelles et du compte spécial avance à l'audiovisuel public. Prochaine séance, lundi 4 novembre à 16 h, suite de la seconde partie du projet de loi de finances, mission écologie, développement et mobilité durable. La séance est levée.